Et bonjour, c'est Nicolas de immobiliercompagnie.com et dans cette vidéo, on va répondre à la question de, alors attends, parce qu'il a un nom un peu bizarre et je ne veux pas dire de bêtises, Dufresne Guo, je vais t'appeler Hugo, ça sera plus facile, qui m'a posé la question suivante. À partir de combien est-on riche? 1 million d'euros sur un compte avec 10 000 euros par mois à 35 ans, c'est pas pareil que d'avoir 1 million à 70 ans avec 10 000 euros par mois. Est-ce que tu peux faire une vidéo sur YouTube, s'il te plaît? Pas de souci. Et avant qu'on attaque, mes petites recommandations habituelles. On va partir dans cette vidéo, tu vas voir, en éludant volontairement l'âge et on en reparlera à la fin. Deuxièmement, hyper important, on va, j'espère, partir sur des réflexions originales pour arriver à une conclusion qui, j'espère, te fera réfléchir. Mais mon objectif, ça va être de mettre tout le monde d'accord. Je vais finir avec ce dernier élément qui est de loin le plus important. La richesse, c'est quelque chose de subjectif. Et ce que tu me demandes de faire, c'est de me donner un avis qui ne peut pas être partagé par tout le monde et qu'on arrive à tous tomber d'accord dessus. Je vais essayer, mais je ne suis pas sûr d'y arriver. Mais enfin, comme me dirait un ami Barney d'une certaine série que j'ai bien aimée à un moment donné de ma vie, challenge accepted. Allez, c'est parti. Et donc, nous attaquons par cette zone, enfin si je peux dire que c'est une zone, on est au tableau quoi. C'est pas du tout, mais du tout, l'endroit par lequel je devrais commencer. Je devrais m'asseoir à l'ordinateur et faire des recherches, mais on va le faire après. Parce qu'il y a une forme d'illogisme dans cette vidéo que j'ai envie d'y insuffler. Et je dois commencer par cet élément-là, puisque tu vas voir que dans un certain temps, j'espère, une vidéo va sortir sur la chaîne pour justement te parler d'argent. Et l'argent n'a strictement rien de logique. Donc mon but ici n'est pas de chercher de la logique, mais bien d'insinuer, d'inséminer une réflexion dans ton esprit pour arriver à la réponse. Mais attention, je te le dis tout de suite, la réponse risque de te décevoir ou de te surprendre. L'un ou l'autre, nous allons voir là où nous entraîne cette magnifique vidéo. Donc, 1 million d'euros plus 10 000 euros. Bon, c'est mal fait, j'efface, hein, tu m'en veux pas. Si on est d'ailleurs très juste, on est comme ça. Plus 10 000 euros par mois de revenus, d'accord? Et c'est à peu près la question qui m'a été posée, d'accord? Donc en gros, si je résume, même si tu viens de l'écouter à l'instant, ce que je viens de dire, il m'a demandé, Hugo, parce que je choisis de l'appeler comme ça, m'a demandé si avec 1 million d'euros et 10 000 euros de revenus par mois, on était riche. C'est ça un petit peu la question. Et la question sous-jacente, c'est à partir de combien on est riche? Hugo veut un chiffre. Donc, je vais te donner un chiffre, je te rassure, mais on va faire ensemble des petits calculs, on va voir plusieurs choses. J'ai mon téléphone qui est là, donc j'irai peut-être le chercher, mais on va voir au fur et à mesure, je vais quand même essayer d'éviter, je m'explique. Déjà, on va partir de sa base à lui et je vais te montrer que pour moi, c'est compliqué en fait. Et ça va l'être tout au long de cette vidéo. Pourquoi? Parce que 1 million d'euros de capital, donc 1 million d'euros sur un compte, bon, ça c'est très discutable, je suis plutôt contre et je pense que si tu es capable de gagner 10 000 euros par mois de revenus, normalement tu n'as pas 1 million d'euros. Donc j'y vois ici, je dirais une sorte de paradoxe, d'accord? Un paradoxe dans le sens où quelqu'un de normalement constitué qui gagne de l'argent n'a pas ce type de configuration-là, mais je comprends ce que veut me dire Hugo. Et donc, voilà ma réponse pour déjà cette question-là. 1 million d'euros avec 10 000 euros par mois, est-ce que tu as ta résidence principale payée ou pas avec ce package? Quel est le type de revenus qui sont inscrits ici? On parle de salaire ou on parle de revenus divers et variés du type comme moi je peux avoir revenus locatifs, revenus de placement financier, ou on parle de revenus d'une entreprise? Comment est répartie la richesse derrière? Donc voilà. Est-ce que c'est 10 000 euros d'un seul bloc ou c'est 10 000 euros qui est la décomposante de plusieurs montants? Tu vois, tout ça, c'est des questions qui doivent être posées pour apprécier la richesse. Est-ce que dans cette configuration, je suis seul à gagner ça ou on est plusieurs? Ça, c'est quelque chose dont je vais reparler dans la vidéo tout à l'heure, tu vas voir. Donc voilà, tu vois déjà, là on a dénoté 4 questions. Je pourrais continuer une liste très longue, je vais m'arrêter là. Je vais maintenant te répondre point par point. Regarde, je vais te montrer une comparaison par rapport à ce que tu m'as dit et on va avancer sur la réflexion. Donc d'un côté, on a 1 million d'euros avec 10 000 euros par mois de revenus et je vais
capital, ça s'écrit comme ça. Hein, voilà, et ça, c'est du revenu. On va écrire le terme que je déteste. Non, je ne vais pas écrire ça d'ailleurs. Je vais écrire du revenu. Et je vais te donner un contre-exemple pour opposer deux situations et tu vas voir que tout ça, c'est très discutable. Donc déjà, 10 000 euros de revenus, quelle en est la nature? Tout à l'heure, je ne t'ai pas posé la question parce qu'il y a une fiscalité qui va s'abattre derrière. Je vais considérer qu'en réalité, la personne, elle gagne. Allez, je vais être sympa, on va se mettre comme ça, ok? On va considérer que la personne, elle gagne net dans sa poche 6 500 euros. Elle a 1 million d'euros sur ses comptes, mais elle a des charges. Je vais considérer qu'elle a un coût d'habitation qui est, allez, sa maison, elle lui coûte, on va dire, 2 000 euros. Tu es d'accord avec moi que si tu gagnes 6 500 euros, si je compte en charge fixe 2 000 euros, on est quand même sur quelqu'un qui a 4 500 euros. Plus on va encore déduire quelques charges courantes, histoire de vraiment être OK d'équerre et d'aplomb. La personne tourne finalement, on va dire, avec 3 000 euros à dépenser. Donc ça, c'est les dépenses qu'elle peut réaliser mensuellement. Ce qui est déjà, attention entre nous, hein, quand tu as 3 000 balles pour tes loisirs et ta vie au quotidien, tu es vraiment très bien. Déjà pour moi, je vais être franc avec toi, malgré qu'il ait des charges, pour moi, il est riche. D'une certaine manière, il y a quand même un certain confort. Après, il y a ici aussi plein de questions qui sont en suspens, en fonction une fois de plus de la nature des revenus. Est-ce qu'on est sur un flux, c'est-à-dire qu'il encaisse l'argent et il paye plus tard, ou est-ce qu'on est sur de l'argent débité immédiatement? Je sais qu'il y en a certains qui vont me dire « Oui Nicolas, on est au prélèvement à la source », mais moi je peux te dire que moi dans mon cas par exemple, le prélèvement à la source n'a rien changé à ma vie. Moi mes revenus comme ils fluctuent en permanence, ben, chaque année j'ai des variations à la nouvelle déclaration. Bref, c'est comme ça. Donc on va faire une opposition avec quelqu'un qui va gagner, regarde bien, c'est volontaire, qui va gagner 4 000 euros par mois. J'aurais dû peut-être mettre un petit peu plus, mais bon voilà, et qui n'a aucune charge. RP égale payé. Moi je mets ensemble vite, ça veut dire qu'il a la maison qui lui appartient. Et là, les revenus, d'accord, c'est, on va dire, des revenus fonciers. C'est de la même nature que moi, d'accord, revenus fonciers, ok? Donc ça veut dire que globalement, alors, je suis embêté parce que si j'écris revenu foncier, si je veux, là déjà je sais que je suis dedans en fait, tu vois, j'ai l'habitude. Là, techniquement, l'exemple que je voulais mettre en avant, je suis dedans mais je vais le garder. C'est pas grave, je me suis planté mais c'est pas grave. Tu vas voir là où je veux en venir. Le mec, il lui reste en réalité 2 000 euros pour vivre quand il a tout payé et au final, avec ces 2 000 euros, il a les dépenses à faire. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 1 000 euros d'écart à l'arrivée puisqu'il n'a pas de crédit sur sa résidence principale. Et comme c'est des revenus fonciers et que je considère que aussi sur ces revenus fonciers, il n'a aucun crédit, 4 000 euros, ça peut aller très vite. Moi, j'ai un bâtiment qui me rapporte ça. Il est soldé, on va imaginer qu'il a ça de soldé et on va imaginer qu'il a une maison soldée et la personne se retrouve dans cette configuration. Est-ce que, tu vois, l'écart se justifie? Si là, il y a 0 heure de travail et si là, il y a 35 heures de travail, ne serait-ce que ça, eh bien lui, pour moi, il est plus riche que lui à côté. Et là, tu te rends compte qu'en fait, ton exemple, il veut tout dire et rien dire. Alors, tu vas me répondre. Oui, mais Nicolas, regarde, il a quand même 1 million d'euros sur ses comptes. Mais ça, c'est une hérésie, surtout en période d'inflation. Et encore une fois, une personne qui sait gérer son argent, elle ne le fera pas. Ce que j'ai commencé par essayer de te montrer, mais qui n'est pas bien, hein, j'en ai conscience, et que je veux quand même que tout le monde entende, c'est qu'il y a deux façons de s'enrichir. Il y a deux manières de gagner de l'argent. Il y a augmenter ses dépenses. Donc, si tu augmentes tes dépenses, mécaniquement, tu dois augmenter tes ventes. Donc, plutôt, je vais dire d'ailleurs augmenter tes revenus. D'accord? Ou alors, tu as baissé tes charges. OK? Mais dans ces cas-là, si tu baisses tes charges, tu dois contrôler tes coûts mensuels. Tu dois, en fait, économiser si tu préfères. Donc, moi, c'est ce que j'appelle ici s'enrichir par le bas et ici s'enrichir par le haut. Et de la même manière que je t'ai montré l'exemple avant, la différence, et elle est quand même importante d'être notée, c'est que quand tu t'enrichis par le bas, ici, tu as une limite. Il y a une limite, en fait, à un moment donné, aux économies, au contrôle des coûts qui ne peut pas être franchi. C'est-à-dire que tu peux les réduire jusqu'à un certain point. Et à un point, à partir du moment où tu ne peux plus le faire. Alors qu'ici,
c'est infini. Et ça, c'est un truc, voilà, je vais vous dire une pensée personnelle. Pour moi, ici, c'est la France. Voilà. Et pour moi, ici, c'est les USA, tu vois. Et c'est une différence culturelle fondamentale. Si je parle à un Français, je sais que le Français, il est là. Si je parle à un Américain, je sais que l'Américain, il est là. Comment et pourquoi je parle comme ça? Parce qu'en France, la culture de la vente, tu as vu d'ailleurs au départ, j'ai écrit vente. La culture de la vente en France, mais elle est inexistante, elle n'existe pas. Je veux dire, la culture de la vente, le fait d'expliquer à ton enfant qu'il peut vendre des trucs, qu'il doit pouvoir aller chercher de l'argent, qu'il y a de l'argent partout, ça n'existe pas. À l'inverse, aux États-Unis, la culture de la vente, les gamins, ils font des show and tell quand ils sont gamins, ils sont là à présenter des trucs et tout. C'est une culture en Amérique, la vente. Alors qu'ici, elle est inexistante. Et en plus, on va finir là-dessus parce que c'est vraiment hyper important, nous, on a la culture de l'économie, de la thésaurisation, de la poire pour la soif, la phrase que je déteste. Donc du coup, tu vois bien qu'on a vraiment deux modèles qui s'opposent et que dans l'enrichissement, ça pèse. D'ailleurs, je trouve ça très intéressant parce que je vais corroborer mes dires avec l'exemple que Hugo m'a donné. Il m'a dit, il y a 1 million d'euros sur les comptes. Qu'est-ce que ça fout là en fait? Qu'est-ce que ça fout là? Je vais te montrer maintenant, on va finaliser le truc, je vais te montrer ce que c'est pour moi la richesse. Et tu vas voir que ça n'a rien à voir avec les standards communs qu'on peut trouver à droite et à gauche. C'est pour ça que la vidéo elle est inversée parce que je voulais commencer par ça, te mettre un coup dans la tête pour qu'après on puisse aller faire les recherches et que tu comprennes. En fait, pour moi, la richesse, c'est quelque chose de très basique. Premièrement, c'est un flux. Donc ce flux, ça veut dire quel est le flux financier que je possède à l'année. En gros, combien circule sur mes comptes? Il y en a beaucoup qui vont me dire dans les commentaires, mais ce n'est pas ton argent. Et si, pourtant, c'est mon argent. Parce que si, et ça m'arrive, hein, sur certaines de mes sociétés, j'ai le paiement d'impôts en fin d'année. Donc, ça veut dire que j'ai 12 mois, enfin non, pardon, excuse-moi, j'exagère un peu. Pardon, j'ai 10 mois pour faire quelque chose avec. Et j'ai le droit, je ne fais rien d'illégal. Pendant que je capitalise cet argent pour le donner aux impôts, alors, il y a moins maintenant avec les systèmes au trimestre, etc. Mais peu importe. J'ai un délai, c'est ce que tu dois comprendre toi ici, peu importe le nombre de mois parce qu'on ne va pas être d'accord, je le sens. Donc je vais mettre ici, il y a un délai pendant lequel le flux est à moi. Et pendant ce délai, je peux faire des trucs. Il y en a qui vont dire aussi, tu prends des risques. Oui, mais tu gagnes de l'argent comme ça. Donc, quel est le montant de ton flux? Pour moi, quelqu'un qui commence à toucher à la richesse, qui commence à être riche, il a un flux annuel de 100 000 euros. Voilà. Donc en gros, voilà. Est-ce qu'à l'année, sur tes comptes, il y a 100 000 euros qui passent ou pas? Point. Donc tu vois déjà, il n'y a pas de montant. Il y a juste un flux. Quel est l'argent qui passe sur tes comptes? Je m'en fous après que tu me dises, oui, bon, moi j'ai 100 000 euros, mais j'ai que 20 000 euros de marge dans ma poche. Non, mais c'est pas grave, tu as quand même les 100 000. C'est déjà très très bien. Déjà, tu es là, pour moi, tu es riche. C'est déjà un premier pas vers la richesse. Et d'ailleurs, si je voulais vraiment être très précis avec toi, d'ailleurs, vraiment, le vrai point de richesse pour moi, c'est 120 000 euros de flux. Voilà, 10 000 euros par mois. Déjà, quand tu as 10 000 euros par mois de quelque chose, tu as de la caillasse dans les mains. Deuxièmement, effectivement, je vais le rentrer, pas de la même manière que toi, mais je vais le rentrer, il y a effectivement le capital net. Et j'insiste sur le net. Et pour moi, il n'est pas à 1 million, il est à 2 millions. Alors pourquoi je parle de 2 millions et pas de 1? Et je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec ce que je vais dire. Il y a beaucoup de gens qui te disent, quand tu sais faire 1 million, c'est très facile d'aller faire le deuxième. Donc en gros, de faire plus 1, quoi, tu vois. Et moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Pourquoi? Parce que ici, on parle de société. Et ça, c'est vrai que pour une société, c'est très vrai. Quand tu fais un premier million, normalement, si tu as compris le principe, tu devrais facilement faire le deuxième. Mais, c'est important de le préciser, pour moi, une société, même si ça rapporte de l'argent et que voilà, je le prends en considération, ça ne fait pas ta fortune. Parce que le défaut des sociétés, c'est que ces revenus peuvent s'arrêter du jour au lendemain. La question que moi je pose, et c'est pour ça que j'en viens à ce capital, c'est comment tu fais avec l'argent que tu génères pour transformer cet argent en capital ou plutôt en actif net sur lequel tu peux venir t'appuyer. Je m'explique, tu vas comprendre. On a quelqu'un qui a, regarde, on va tout effacer d'ailleurs ici, même si c'était peut-être intéressant pour toi, tu le repasseras, c'est pas grave. On a quelqu'un qui a 1 million d'euros de CA, c'est son chiffre d'affaires. Là-dessus, on est d'accord, il y a une marge, donc ça veut dire qu'il faut déduire de ce chiffre d'affaires les impôts, la fiscalité, la manière dont tu récupères l'argent, tout un tas de trucs. Donc en fait, quand tu fais 1 million d'euros de CA, c'est déjà pas 1 million d'euros que tu gagnes. On l'oppose à quelqu'un qui a 1 million d'euros de capital, ce qui veut dire qu'il possède cet argent, placé en actions boursières, placé dans de l'immobilier. Dans les deux cas, on est dans deux situations totalement différentes. Regarde,
Ici, 1 million de CA, si la personne elle doit faire un emprunt, moi je raisonne beaucoup avec l'emprunt, le banquier va regarder tout un tas de trucs et il va lui dire peut-être, allez, je vous prête 300 000 euros en fonction de ses marges, en fonction de ce qu'il gagne. Allez, on va être gentil, ça montera sûrement jusqu'à 500 000 euros. Bien que certains vont me dire, les sociétés peuvent s'endetter à 100%. Oui, mais 100% en fonction de ce que tu gagnes et pas de ce que tu affiches. On est d'accord? De l'autre côté, c'est l'inverse. Quand on a un capital, si tu sais faire, tu vas pouvoir aller chercher du financement à au moins 70%, allez, 60% de la valeur. Ce qui veut dire que tu es sûr d'aller tirer au moins 600 000 euros de cash quelque part. Je prends la version basse parce qu'encore une fois, en fonction de la structure du patrimoine, ça peut être plus. Regarde l'écart. On est du simple au double. Donc ça veut dire que tu me parles d'1 million d'euros, mais de quoi tu me parles en fait? Personne sur cette planète qui gagne de l'argent, et je mets de côté les gagnants du loto, parce que cela, je vais t'expliquer 2 secondes d'ailleurs après, tu vas comprendre. Mais personne qui sait gagner de l'argent sur cette planète n'a 1 million d'euros sur ses comptes. Sauf si c'est un flux. On est d'accord? C'est la seule manière acceptable d'avoir cet argent. Petite astérix pour les gagnants du loto. Ceci, là, ces 2 lignes, expliquent pourquoi beaucoup de gagnants du loto perdent tout leur argent. Les mecs ne savent pas que l'argent, c'est un flux. Les mecs ne savent pas que le capital ne se garde pas sur les comptes. Les mecs ne comprennent pas que l'argent, en fait, ce n'est pas ce qui rend riche. L'argent ne rend pas riche, en fait. Puisque je te dis de ne pas avoir cet argent sur tes comptes, c'est que ça ne rend pas riche. OK? Troisièmement, tes charges. Et là, ça devient intéressant. Quelles sont tes charges et comment tu les répartis? Les gens qui ont de l'argent n'ont pas les mêmes charges que les gens qui n'en ont pas. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve, si ta RP, elle est à toi, elle est payée, tu as besoin de beaucoup moins d'argent pour vivre que si tu la dois à la banque. Ça, c'est une réflexion que tu dois avoir. Et le cas de la RP, c'est mon cas préféré parce que c'est un cas qui doit être traité. Donc, c'est un problème qui égale une solution qui doit être trouvée par rapport à ta situation. Mais c'est un problème qui admet une solution par personne. Et c'est vraiment important que tu l'entendes parce qu'il y a plein de gens qui disent ah, « il ne faut pas acheter sa RP, tu perds de l'argent ». C'est faux. Tu dois acheter ta RP, mais dans un cadre qui correspond à tes ambitions et à ta fortune. Donc maintenant, je te mets des chiffres. Ici, tu as compris que moi, je dis qu'il faut avoir 2 millions d'actifs nets, 120 000 euros de revenus locatifs. Et si tu remplis ces 2 cases-là, les charges, je m'en fiche. Je suis honnête. Dans cette configuration-là, les charges ne sont pas importantes. Mais je vais quand même te le dire, si tu n'as pas de crédit sur ta RP ici, là, tu es vraiment riche au sens du terme qu'on l'entend, c'est-à-dire qu'avec ce type de configuration, bon an, mal an, tu peux te payer tout ce que tu veux. Et d'ailleurs, je vais profiter de cette vidéo pour me permettre de te donner un petit, je dirais, conseil d'appréciation de la richesse. Première erreur que je vois très souvent sur ce qu'on pense des riches. On ne connaît pas la définition du luxe. Je ne sais pas comment les gens ont réussi, je ne sais pas comment les grosses fortunes ont réussi à faire ça, mais elles ont réussi à faire croire à la population que le luxe égale Louis Vuitton, que le luxe égale Chanel, que une marque égale le luxe. Ça, je te le dis direct, c'est de la merde. Le luxe, c'est pas ça. Le luxe, c'est ça, regarde. J'arrive dans mon garage, j'ai 2 voitures. Ça, c'est le luxe. J'arrive dans mon garage, j'ai 2 voitures. Je choisis celle que je veux. J'hésite entre 3 voitures et je peux mettre dans ces cases la voiture que je veux. Ça, c'est le luxe. C'est-à-dire que je peux me demander si 1, j'achète une Lambo, si 2, j'achète une Porsche ou si 3, j'achète un Scénic. Et je choisis pas pour une question financière, je choisis parce que je préfère. Voilà, tous les hommes ne mettront pas la préférence sur le Scénic, je te l'accorde. Mais j'essaye de te faire comprendre que le luxe, c'est obtenir une somme d'argent et être dans une situation de vie où finalement, on a ce dont on a besoin et on n'a pas… La réflexion ne s'impose pas à nous. On n'achète pas le Scénic parce qu'on ne peut pas se payer la Porsche et la Lambo. Ou alors, on se paye le Scénic et la Porsche parce qu'on considère que c'est la meilleure solution quotidienne pour vivre.
Ça, c'est le luxe. Ce qui m'amène maintenant sur un dernier conseil que je voulais te donner et que je trouve hyper important. Il faut comprendre que si tu veux devenir riche et si tu veux appréhender la richesse, tu dois comprendre sur quel marché tu te situes. Je m'explique. En France, on est sur un marché de seconde main. Et n'en déplaise à toutes les personnes qui vont écouter ou regarder cette vidéo, nous sommes de petits héritiers communément. Quand les Français sont là à dire « Ah, les héritiers, il faut les taxer !» Mais la France entière est un pays d'héritiers. La France, quand tu es né en France, tu hérites, d'accord, de tout ce que nos ancêtres ont construit dans ce pays. Et ce pays, s'il est moyennement développé, c'est grâce à nos ancêtres. C'est donc bien un héritage. Donc nous sommes des petits héritiers capricieux qui essayons de justifier notre inaction par de la taxation sur des gens qui ont plus que nous. C'est tout. Mais ce qu'il faut comprendre et qui est le plus important, c'est que dans les marchés de seconde main, c'est là où il y a le moins d'argent à gagner. C'est là où il y a le moins d'argent à gagner. Un marché de seconde main, c'est quoi? Ça, c'est un réfrigérateur. Ton réfrigérateur, il tombe en panne. D'accord? Tu dois en racheter un nouveau. D'accord? Tu es d'accord avec moi? Tu en as déjà un. Et ça, c'est ton deuxième. Peut-être même ton troisième, ton quatrième. Peut-être qu'il y en a eu avant. D'accord? Peut-être qu'il y en aura après. Mais je veux dire, tu l'as déjà. Donc, quand tu vas proposer un service ou un produit, très souvent, ça existe déjà. Donc, il y a moins d'argent. Alors que les marchés de première main, ben, il n'y a rien. Le réfrigérateur, il n'existe pas. Le premier réfrigérateur que tu vas vendre à la famille, ce sera le premier qu'elle aura. Donc là, il y a plus d'argent. Donc, j'en profite parce que c'est lié en fait. Il y a beaucoup de gens dans les pays développés qui ne comprennent pas l'argent parce que déjà, ils ne comprennent pas ça. Alors, il y a beaucoup de gens aussi qui ne veulent pas partir. Hein. La plupart des gens, ils te disent « Ah ouais, pas mal ce qu'il dit. Hein. Ben, vas-y, prends un billet, va en Afrique. » Tu vois, première main, comprends le truc? Va dans des pays en plein boom. En ce moment, le Vietnam, ça cravache, tu vois. Donc, voilà, va dans des pays où il y a tout à faire. Tu prends l'avion, tu pars 3 mois, tu travailles, tu reviens, tu pars, tu reviens, tu gagnes plus d'argent. Tu seras, pour ainsi dire, plus riche. Parce que tout ce que tu vas proposer, c'est de la première main. Ah, mais là, je te vois déjà derrière ton écran YouTube, là. Ah, non, mais tu comprends, c'est compliqué. Ah oui, mais il y a plus d'argent. Et ça te montre que… Oh, bah, décidément, là, il a bien volé ce coup-ci. Hein. Beau vol plané. Hein. Ça te montre finalement que la richesse, ce n'est pas aussi simple que ce que les gens imaginent. Là, je viens de te donner une méthode très simple pour être riche. Donc, il suffit de déménager dans des pays en explosion, en développement et des pays de première nécessité. Et il y en a encore. Hein. Il y a beaucoup de pays où tu vas avoir de l'avance. Et où quand tu vas arriver avec ce que tu sais de la France, tu vas pouvoir proposer des choses qui vont te faire gagner un max de pognon. Mais la plupart des gens ne le feront pas. Quand tu sais qu'en France, la moyenne de la population, c'est de rester là où ils sont nés, là où ils vivent depuis toujours, vas-y, tu m'étonnes qu'il y en ait qui gagnent de l'argent. Parce que ceux qui partent, ils ont la prime de « j'ai juste pris un billet d'avion ». Pas besoin d'être intelligent pour le faire. Ça montre aussi que la richesse n'est pas une question d'intelligence. Maintenant, on va aller ensemble faire quelques recherches parce que par contre, la richesse, ça a un lien avec le bonheur. Et ça, c'est beaucoup plus dérangeant pour les Français parce qu'en France, on aime bien dire « l'argent ne fait pas le bonheur ». Mais je veux que tu saches une chose. J'ai posé une question tout à l'heure qui n'était pas anodine et qui est vraiment très importante parce que d'abord, elle me touche personnellement et elle te touche aussi et tu ne le sais même pas. Parmi les 4 questions que j'ai posées, je t'ai demandé combien il y avait de personnes dans ta situation. Ça, c'est vraiment important. Tu ne te rends pas compte à quel point le fait de réussir à être riche tout seul n'a aucun sens en fait. Et le fait d'avoir une richesse suffisante pour couvrir les frais de ta famille a beaucoup plus d'importance que les montants que tu vas avoir sur tes comptes, que les revenus que tu vas encaisser tous les mois. Bref, le fait de pouvoir couvrir les besoins des gens que tu aimes et de ne pas te retrouver seul avec de l'argent, parce que c'est ça la pire des configurations, c'est capital. Donc, viens, on va aller voir ça tous les deux. Alors, on arrive sur un écran qui est déjà ouvert, des recherches qui ont été déjà faites, beaucoup de problèmes, car beaucoup d'articles ne sont plus lisibles actuellement sur Internet. Donc, avant d'attaquer avec les quelques articles que je veux développer ici pour arriver tranquillement à la conclusion, il y en a 2 que je vais t'expliquer à voix haute, pour lequel je n'aurai pas de support et que je vais essayer de te décrire du mieux possible. Le premier qui m'a énormément intéressé, il est sur les jeux d'argent
et il concerne en fait une distinction entre la dopamine que l'on reçoit lorsqu'on gagne de l'argent et si je ne dis pas de bêtises et tu me corrigeras dans les commentaires, je crois la cortisone ou je ne sais quelle autre sécrétion que nous avons lorsque nous perdons de l'argent. Et il faut savoir que la perte, ainsi que l'aversion à la perte d'ailleurs qui est liée à tout ça, donc que la perte, elle génère beaucoup plus de stress et que la sécrétion que nous avons interne est beaucoup plus importante et nous génère donc plus d'anxiété, enfin tout ce que tu veux, que la dopamine que l'on reçoit lorsqu'on gagne de l'argent. Ce qui veut dire que, suite à ce que je viens de t'expliquer ici, beaucoup plus modestement et simplement que ce que l'article expliquait, eh bien, premièrement, nous sommes beaucoup plus sensibles à la perte et nous développons une aversion à la perte parce que chimiquement, notre organisme n'absorbe pas, ne supporte mal finalement la réaction que nous avons lorsque nous perdons de l'argent. Et c'est aussi intéressant de le savoir, la dopamine que nous avons lorsque nous gagnons de l'argent est quelque chose de limité, ce qui fait qu'à partir d'un certain niveau, tu vas devoir te renouveler et trouver d'autres motivations pour gagner de l'argent. Ce qui fait que la plupart des gens qui critiquent les riches et qui pensent que les riches prennent du plaisir, etc., ce n'est pas vraiment vrai. Et c'est pour ça que beaucoup de gens qui gagnent de l'argent te disent « fais quelque chose par passion ». Parce que chimiquement et organiquement et tout ce que tu veux, on n'est pas fait pour gagner de l'argent à profusion. Parce qu'arriver à un certain niveau, arriver à un certain montant, avoir plus ou moins d'argent ne change plus rien à notre vie, de manière générale. Et tu vas le voir après avec ce que je vais te dire. Deuxièmement, et ça fera l'objet de la conclusion, il semblerait que nous soyons programmés génétiquement en fonction de notre contexte à l'argent que nous souhaitons gagner. Ce qui veut dire, je vais te le dire autrement, ça va être clair. Si tu es né dans une famille plutôt riche, plutôt aisée, tu vas vouloir avoir de l'argent pour maintenir ton niveau de vie. Alors qu'à l'inverse, si tu es né dans une famille plutôt modeste, tu ne vas pas forcément être très sensible à l'argent. Et en définitive, attention, c'est vraiment important de l'entendre, ça n'est pas l'argent qui fait le désir d'argent que tu as. Ça n'est pas l'argent dans ta famille, mais bien le rapport à l'existence que tu as eu. Je m'explique et tu vas comprendre. Si tu as été dans une famille modeste, mais que tu as été très heureux et que tu n'as jamais manqué d'argent, tu n'auras pas le même rapport à l'argent que quelqu'un qui a été dans une famille modeste, mais à qui on a demandé de faire tout le temps attention et qui a eu un rapport à l'argent désastreux. En définitive, le contexte, donc la famille dans laquelle tu nais avec les moyens qu'elle obtient, t'influence, mais le rapport que cette famille entretient à l'argent a au moins autant, voire plus d'importance et c'est tout ça qui génère et qui fait l'argent que tu désires avoir. C'est extrêmement intéressant parce que ça nous montre qu'on est quelque part génétiquement et en tant qu'enfant conditionné à notre appréciation de l'argent. Du coup, ça me fait te poser une question. Est-ce que ce que tu penses des riches, c'est vraiment toi qui le penses ou est-ce que c'est le modèle qui t'a été dicté par ta famille? Est-ce que ce que tu penses des pauvres, c'est vraiment toi qui le penses ou c'est le modèle qui t'a été dicté par ta famille? Et le problème, c'est que personne ne se pose cette question. Pense-y. Maintenant, regarde, si tu tapes, alors là j'ai tapé 100 millions pour être heureux, mais si tu tapes combien pour être heureux, il y a pléthore d'articles qui ressortent, ainsi que tout de suite d'ailleurs des recommandations qui traitent du sujet. Je te laisse regarder, c'est extrêmement intéressant. On va lire juste un article et puis on conclura. Mais tu comprends là où je t'emmène. Là ici, la première chose que l'on voit, c'est 75 000 $ par an, soit 70 000 €, c'est le niveau de salaire qu'il faut atteindre pour prétendre au bonheur d'après une étude menée par 2 chercheurs américains. Ces 2 économistes ont en effet étudié le rapport entre le bien-être et le salaire et ont publié les résultats en 2010. Je ne vais pas te lire cette partie-là parce que je l'ai déjà fait dans une précédente vidéo que je te laisserai regarder sur la chaîne et dont je ne te mettrai pas le lien parce que j'ai oublié le titre. On va reprendre ce que j'avais tapé tout à l'heure, à savoir 100 millions pour être heureux. Parce que de ce que je sais, à partir d'un certain montant, qui n'est pas 100 millions, qui est un peu en dessous, mais ce n'est pas la question, à partir d'un certain nombre de millions, tu peux tellement tout te payer que finalement, avoir plus ou moins n'a plus aucune importance. Et que donc, comme il n'y a pas de changement notable dans ta vie, les gens qui continuent à travailler ne travaillent pas pour l'argent. Et bien évidemment, on conclura là-dessus tout à l'heure, mais je sais que les personnes qui ne gagnent pas d'argent ont du mal à comprendre ce que je suis en train de développer. Mais t'inquiète pas, on va en reparler. Donc regarde, ici j'ai tapé
100 millions pour être heureux. Et on a très rapidement, donc je ne sais pas si tu m'as vu, je suis allé un petit peu vite, mais ici, d'après une étude, voici combien d'argent nous aurions besoin pour être heureux. Eh bien, on va lire cette étude, donc qui vient d'un magazine, je te le concède, Biba, qui n'est pas le magazine le plus sérieux du monde, mais j'ai bien aimé ce qu'il y avait décrit. Regarde bien, ça va nous servir pour conclure tout à l'heure. On ne peut pas s'acheter le bonheur ou l'amour, comme le disent si bien les Beatles dans leur chanson Can't Buy Me Love. Mais qu'on se le dise, si on en gagne assez, ça change quand même la donne. Et c'est une étude menée par l'université de Purdue dans l'Indiana aux États-Unis qui nous dévoile combien d'argent aimeraient avoir pour se sentir réellement heureux les personnes qui les ont sondées. Pour ce faire, les chercheurs ont interrogé 1,7 million de personnes au travers de 164 pays grâce à un sondage à l'échelle mondiale. Sans surprise, le résultat dépendrait de la zone géographique où l'on vit et de son niveau de vie. Les attentes des différentes personnes qui ont répondu au sondage selon les pays nous admettent que conformément à la recherche antérieure qui indiquait que les revenus gagnés importaient beaucoup pour le bien-être des personnes dans le pays les plus riches, les résultats de cette étude démontrent que le niveau de satiété des individus était lié à la richesse globale de la région. Le pays avec le taux de satiété le plus élevé est la Nouvelle-Zélande, pour qui il faudrait gagner environ 125 000 $ par an, soit environ 100 000 €, sacrée attente de ces Néo-Zélandais. Et à l'opposé, en Amérique du Sud, ses habitants auraient besoin de gagner 35 000 $ par an, soit environ 29 000 € pour s'estimer vraiment heureux, soit le double d'un SMIC brut annuel français qui est d'environ 14 000 € annuel. Êtes-vous étonné par ce sondage? Ce que ça nous amène donc à mettre sur la table ici en conclusion, c'est qu'en réalité, l'argent dont tu as besoin, y compris les montants que moi j'ai écrits il y a un instant au tableau, dépendent bien plus de là où on vit que d'autres éléments que l'on peut imaginer. Même si, comme je te l'ai dit juste avant, le contexte familial et la famille dans laquelle tu as évolué influencent aussi tes choix. Avec tout ce que je viens de te dire, on doit pouvoir conclure cette vidéo et répondre à la fameuse question « Combien il faut pour être heureux ?» Allez, viens, on termine. On arrive donc à la conclusion et avant, bien évidemment, de rajouter l'âge, je me dois de finaliser tout ce que je viens de te dire, à savoir le contexte. Il y a un élément hyper important et qui n'a pas été pris en compte, c'est que bien évidemment, je te le répète, mais le contexte a toujours raison de ta situation. Donc ça veut dire que si tu évolues dans un milieu pauvre, tu auras tendance à plutôt avoir des pensées pauvres et à pas avoir une vision ou une attente de revenus élevés. Et à l'inverse, si tu évolues dans un milieu aisé, tu vas avoir une attente de revenus élevés, du coup, tu auras des facilités financières. Mais encore que chacune de ces deux positions admet des avantages et des inconvénients. Bref, si le contexte a toujours raison de toi, ça veut dire que tu comprends pourquoi les gens à Paris gagnent beaucoup d'argent et pourquoi les gens en province ne gagnent pas beaucoup d'argent. Tu comprends pourquoi, et aussi relativement simplement. Finalement, une ville où le niveau de loyer est élevé, où le niveau de l'immobilier est très élevé, où le niveau financier est très haut, a un effet positif sur les salaires et sur les personnes qui y travaillent. Et tu comprends aussi pourquoi, à l'inverse, dans des villes où tout ce mécanisme économique n'a pas lieu, eh bien, les revenus et les salaires sont tirés vers le bas. Donc, ça veut dire qu'en fonction de là où tu te situes, eh bien, tu ne vas pas avoir les mêmes attentes et les mêmes résultats et ta vision de la richesse sera différente. Et là, tu vas me dire, la vidéo se termine ici, Nicolas, tu as tout dit, il suffit que je déménage et que j'aille dans un endroit où il y a de l'argent. Eh bien, figure-toi que, et c'est vraiment important pour moi maintenant de le préciser, en face à face, il y a une technologie qui vient de complètement, et qui a depuis maintenant pas mal d'années, complètement changé la donne. T'as compris? Tout ce qu'on est en train de faire là, toi et moi. Internet, la production de contenu par des personnes qui gagnent plus d'argent que toi et moi. Si tu écoutes ces personnes quotidiennement, il est certain que tu vas transformer tes attentes, ta vision, ta manière de penser, l'argent en général. Et si tu arrives à transformer cette façon de penser au travers de ce contenu, tu vas, bien qu'en restant dans ta région pauvre, réussir à hacker le système. Merci Internet, merci les producteurs de contenu, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, qu'on les accuse d'être des vendeurs de rêves ou de superbes professionnels, peu importe. Remercie ce système. Parce que d'une manière ou d'une autre, peu importe comment finalement la personne en face de toi gagne son argent, tant qu'elle en gagne plus que toi, elle rehausse tes standards. Et si elle rehausse tes standards, c'est bénéfique pour toi. Commence donc à suivre des créateurs de contenu qui partagent leur aventure financière, qui
partagent leurs revenus, qui partagent finalement ni plus ni moins que ce qu'ils font pour s'élever dans la pyramide de la monnaie. Et tu verras que ta vie va changer. Donc ça c'est dit, c'était vraiment important pour moi de te le préciser parce que même si on est dans un contexte où j'essaye de te transmettre des idées de manière plus profonde, je voulais que tu prennes conscience que ce n'est plus une fatalité que de se trouver au mauvais endroit. Il y a 20 ans de ça en arrière, tu ne pouvais pas gagner beaucoup d'argent en étant au fin fond d'un département. Aujourd'hui, c'est possible grâce à Internet. Et ça, tu dois en prendre conscience. Et donc, tu dois maîtriser Internet. OK? Maintenant, on va rajouter à notre problématique la problématique de l'âge. Mais du bonheur aussi, parce que c'est ce qui va nous permettre de conclure la vidéo. Donc, dans cette vidéo, je ne t'ai pas parlé d'âge. Pourquoi? Parce que, pour moi, l'âge, c'est quelque chose de relatif aussi. Et que finalement, l'argent que tu gagnes, comme je te l'ai dit au tableau, dépend aussi de ton entourage et de tout un tas d'autres éléments. Ta vie de famille, ton épanouissement personnel dans ton activité, ton épanouissement personnel avec tes amis. Et comme tu l'as dit Hugo, et je comprends ta remarque, effectivement, avoir 1 million et 10 000 euros par mois à 35 ans ne te permet pas de faire les mêmes choses que d'avoir 1 million d'euros sur un compte et 10 000 euros à 70 ans. Mais, je veux que tu saches une chose, que tu vas retrouver communément à toutes les personnes qui s'intéressent, qui gagnent et qui arrivent à faire de l'argent. C'est le chemin, c'est l'aventure qui nous intéresse. Ce n'est pas l'argent en lui-même. L'argent ne fera pas de ton bonheur. L'argent ne fera pas ta fortune. Ta fortune ne se situe pas dans les capitaux que tu possèdes. Ce n'est pas parce que tu as 1 million d'euros sur tes comptes que tu vas être heureux. Mais, et je dois le reconnaître aussi, le fait d'avoir 1 million d'euros sur tes comptes et 10 000 euros par mois, ça va t'enlever tout un pan de problèmes et de soucis quotidiens qui ne rentreront jamais plus en ligne de compte dans ta vie. Et ça, c'est vrai. Maintenant, il y a aussi un autre élément que tu dois prendre en compte, c'est qu'une personne qui a un certain âge, 70 ans, elle va claquer beaucoup plus d'argent et faire beaucoup plus de choses parce qu'elle sait qu'elle est sur la fin, alors qu'une personne qui a 35 ans, si elle est capable de gérer son argent, elle va chercher à faire plus de trucs avec son argent que la personne à 70 ans. C'est d'ailleurs pour ça que tu te retrouves des fois avec des vieux qui ont des superbes bagnoles, parce que leur carrière elle est terminée et qui peuvent claquer. Alors maintenant, je sais ce que tu vas me dire. Toi, ton but, c'est à 20 ans, 30 ans, 50, 20, 40 ans, avoir le maximum d'argent pour en profiter le maximum. Sauf que je veux que ce soit bien clair, et c'est ce vers quoi je tends depuis le début dans cette vidéo. Moi, en tout cas, c'est la conclusion à laquelle je suis arrivé après toutes mes années de galère et après m'en être sorti et après en être là où j'en suis. En fait, si tu es riche et seul, tu seras triste. Si tu es riche et que l'argent que tu gagnes et la liberté que tu obtiens ou que tu tires de ta fortune te fait être seul, tu seras triste. Le problème de la vie, et qui est le problème que tous, je pense, les personnes ont de l'argent rencontrent, c'est que tu peux avoir de l'argent et beaucoup de temps, mais si tu es seul dans cette situation, ça ne mène à rien. Moi, ma femme ne peut pas arrêter son travail. Donc du coup, qu'est-ce que ça me fait de gagner l'argent que je gagne sans travailler? Rien. Au final, j'ai une vie bien rangée, comme tout le monde. On dirait même pas que j'ai les revenus locatifs que j'ai. De l'extérieur, je le sais en plus. Parce qu'aujourd'hui, et je ne vais pas me cacher, hein, je couvre les frais de ma mère et les miens, ce qui est déjà pas mal, hein, je couvre les frais de 2 personnes, mais je ne couvre pas les frais de 4 personnes, puisqu'aujourd'hui, il y a ma femme et ma fille. Donc, je ne suis pas plus heureux en fait. Parce que le vrai bonheur, c'est quoi? C'est pas d'être riche en montant d'argent. C'est pas d'avoir un capital qui dort sur un compte, parce que comme j'espère que tu l'as compris, ça ne sert à rien. Le vrai bonheur, c'est de couvrir l'ensemble des frais des personnes que tu aimes, de pouvoir leur offrir la même liberté que tu arrives à t'offrir à toi, et que cela te permette d'être libre avec eux. En tout cas, c'est ma définition du bonheur, c'est le bonheur après lequel je cours, et c'est la manière dont je vois les choses. Donc, mon nouvel objectif personnel, c'est de couvrir les frais de ma femme et de ma fille, de manière à ce qu'elle n'ait pas besoin de travailler pour une tierce personne. Et à ce moment-là, ma mère, ma femme et ma fille, tu vois, maintenant ça fait 3 personnes à couvrir, plus moi. 4. Donc si tu veux, on n'en est plus du tout dans les mêmes niveaux de revenus que ceux que j'avais au départ en fait, enfin que ceux que j'avais au départ en tête et que j'ai atteints. Maintenant, il faut encore plus, c'est toujours plus. Et tu vas dire après, pourquoi les mecs veulent toujours plus? Mais parce que, en fait, tu as un idéal et il se modifie en permanence. Et maintenant, on inclut l'âge dans tout ça. Forcément que mon idéal de 20 ans n'est plus le même qu'à mes 30 ans, qui n'est plus le même qu'à mes 40 ans, parce que ma vie, elle évolue. Et un bon plan, c'est pas un plan qu'on a prévu au départ. C'est un plan qui s'adapte et qui permet de faire face à toutes les situations.
Alors, ça m'amène à la conclusion de cette vidéo, qui est une conclusion qui, j'espère, te conviendra. Alors, pour commencer, je voudrais que tu comprennes que il est évident que les chiffres que tu as annoncés, à savoir 1 million d'euros sur un compte et 10 000 euros par mois de revenus, on va dire, qui proviennent de la rente, qui proviennent d'un placement financier indépendamment d'un patron, c'est une forme de richesse indéniable. Mais que cette forme de richesse ne sera pas appréciée de la même manière, non pas en fonction de l'âge que tu as, mais de la situation que tu as. Si tu travailles 50 heures par semaine pour 2 000 euros par mois, ou 3 000, bien sûr que tu vas me dire que c'est beaucoup d'argent et que là, pour toi, ça sera une forme de richesse. À l'inverse, quelqu'un qui vient d'une famille aisée, qui a déjà en héritage plus ou moins 1 million d'euros de capital, ces mêmes chiffres ne le feront pas rêver. Parce qu'après, derrière, ton train de vie va s'adapter. Alors du coup, ma réponse va être très simple et très drôle. Moi, tu le sais peut-être, mais j'ai 2 formations. La première s'appelle 1 million. Je vais faire ça plutôt. La première s'appelle 1 million et la deuxième s'appelle 10 millions. Et pour moi, c'est aussi simple que ça. Dès l'instant que tu dépasses la barre des 10 millions d'euros de patrimoine, tu couvres les frais entiers de toute ta famille. Si tu sais faire, et normalement, si tu as bâti cette fortune par toi-même, tu sauras faire, tu vas avoir des revenus équivalents, ou en tout cas en conséquence de ce montant de patrimoine. Et surtout, c'est là que ça devient intéressant, tu es capable de faire face à tous les aléas qui se présentent à toi. Parce que je veux te dire un truc quand même, et on va finir là-dessus. Tu me demandes ce que c'est que d'être riche. Mais ce que c'est d'être riche vraiment pour moi, c'est être capable de gagner de l'argent en toutes circonstances, même quand on n'en a pas. Pourquoi ? Parce que les personnes qui deviennent riches, et peu importe le niveau de richesse que tu y colles, on va dire qu'ils dépassent le 1 million d'euros, elles savent toutes, sans exception, que à tout moment, elles peuvent perdre l'argent qu'elles ont gagné. Et la vraie compétence, ça n'est pas le fait d'avoir de l'argent, ça n'est pas le fait d'avoir placé son argent, c'est la capacité qu'on a à refaire ce qu'on a perdu. Et là, par contre, je vais être très exigeant, plus rapidement que ce qu'on a fait au début de la carrière. Donc, pour qu'on soit tous d'accord, on va remettre ce que j'ai écrit tout à l'heure au tableau à plat, être capable de générer des flux financiers et non pas avoir un capital sur un compte. Et moi, je t'ai dit 120 000 euros par an, pour moi, c'est la base de tous les flux. Être capable de capitaliser sur une fortune personnelle, 1 million d'euros, et être capable de le faire rapidement pour effectivement, je suis d'accord avec toi, ne pas en profiter à 70 ans, mais le plus tôt possible. Je vais aussi te donner un âge. Je pense que l'âge que tu as mis, 35 ans, c'est une bonne limite. Et jusqu'à 40 ans, ça te laisse le temps d'en profiter et ça te laisse le temps de faire des choses et d'appréhender de nouveaux projets. Parce que je vais quand même finir là-dessus. En tout cas, c'est un partage de ma modeste expérience que tu retrouveras dans mon livre « Devenir riche sans argent ». Pour y être arrivé, en ce qui me concerne, aux environs de mes 36 ans, eh bien, je peux te dire une chose, c'est que quand tu arrives au point de chute et que tu n'as plus rien à faire et que, comme je te l'ai dit, tu es tout seul surtout à ne plus rien avoir à faire, tu vas rapidement chercher une occupation et des activités à reprendre parce que le paradoxe des personnes qui arrivent à se constituer un capital, c'est que ce sont des travailleurs et que je connais aucun travailleur qui aime rester inactif. Vidéo particulière, un peu difficile pour moi à traiter, mais j'espère avoir couvert le sujet. Je te laisse me laisser un commentaire, spécialement toi Hugo, parce que c'est quand même toi qui me l'as demandé. Like, partage, abonne-toi parce que c'est gratuit. Va sur immobiliercompagnie.com pour mes formations, mes livres, mes coachings, et bref, tout ce que tu y trouveras. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!